À la une de votre édition, la scène politique camerounaise en deuil après la disparition de Maître Yondo Mandeng Black, ancien bâtonnier et pionnier du pluralisme. Autre décès, celui de Simon Pierre Ediba, maire de la commune d'Obala et figure du RDPC. Deux hommes de conviction qui ont marqué leur époque, deux parcours salués par la classe politique. Nécrologie à suivre en ouverture de ce journal. La classe politique qui a désormais les yeux tournés vers le Conseil constitutionnel. C'est de ce côté que la Commission nationale de recensement des votes entre en scène ce vendredi. Les 25 membres disposent de 5 jours tout au plus pour compiler les procès-verbaux émanant des 58 commissions départementales. Et ces travaux s'ouvrent dans un contexte post-électoral particulièrement tendu. Plusieurs acteurs politiques, et notamment des candidats à la présidentielle, ainsi que des membres de la société civile évoquent un scrutin entaché d'irrégularité. Comment améliorer les prochaines échéances pour des élections plus fiables? Analyse et solutions à suivre dans le dossier de la rédaction. Et puis en fin de journal, dans la page santé, il sera question de notre série du mois consacrée à la campagne Octobre Rose. Ce vendredi, focus sur les facteurs de risque du cancer du col de l'utérus et la prévention pour mieux prévenir la santé des femmes. Mesdames et messieurs, vous avez le sommaire. Capital FM 102.7. La radio de la capitale. Une fois de plus, bonjour, bienvenue au journal sur Capital FM. On démarre cette édition en nécrologie. Le Cameroun pleure l'un de ses plus grands avocats. Le bâtonnier Yondo Mandeng Black est décédé le 16 octobre à Douala à l'âge de 87 ans. Figure emblématique du barreau, pionnier du combat démocratique et esprit libre, il laisse derrière lui l'image d'un homme des principes respectés bien au-delà des tribunaux. Adrien Dikwa-Sayakan retrace son parcours dans cet élément. Son nom résonnait comme un symbole. Yondo Black, c'était la voix de la droiture et du courage dans un pays souvent traversé par le doute et la résignation. Avocat, militant, écrivain, il a consacré sa vie à la justice et à la défense des libertés. Né le 10 août 1938, Yondo Mandeng Black a connu très tôt les rigueurs de l'engagement. Collégien au collège Vogt de Yaoundé, il se fait remarquer pour son franc-parler et son sens de la justice. Une bourse l'envoie ensuite en France où il étudie le droit et se rapproche des milieux étudiants africains engagés dans la lutte anticoloniale. À son retour au Cameroun, il s'impose peu à peu comme l'une des grandes figures du barreau. Bâtonnier de l'ordre des avocats de 82 à 86, il est aussi l'un des fondateurs de la Conférence internationale des barreaux. Son engagement dépasse vite la sphère juridique. Au tournant des années 90, il devient une voix de la contestation démocratique. À travers l'affaire Yondo Black, il paie le prix fort de ses prises de position, symbole d'une parole libre dans un contexte de répression politique. Mais rien ne l'a jamais réduit au silence. Jusqu'à ces dernières années, Maître Yondo Black n'a cessé de dénoncer les dérives du pouvoir, les failles de la justice et de plaider pour une véritable éthique publique. Pour lui, la justice n'était pas qu'un métier, c'était une vocation, un engagement moral, presque spirituel. En juillet 2024, il est élevé au rang de premier avocat honoraire du Cameroun, une distinction rare, reconnaissance ultime d'une carrière exemplaire. Aujourd'hui, les hommages se multiplient. Le bâtonnier Akeremouna parle d'un mentor et d'un ami, d'un homme qui incarnait la dignité du barreau et la constance des convictions. D'autres collègues se joignent à ces hommages, notamment le professeur Maurice Kamto, maître Alice Com et plusieurs autres acteurs de l'avocature. Maître Yondo Black s'en est allé, laissant un vide immense dans le monde juridique et politique. Mais son héritage, lui, demeure, celui d'un homme libre, droit, fidèle à ses valeurs jusqu'au dernier jour. Maître Yondo Black, un nom qui restera gravé dans la mémoire collective du Cameroun. Un autre nom qui restera
trait gravé dans la mémoire collective au Cameroun, c'est celui de Simon Pierre Ediba, maire de la commune d'Obala, dans le département de la Léquié. Il est décédé également ce jeudi 16 octobre notamment. C'est l'un des visages les plus emblématiques de ce département. Il décède en pleine période post-électorale. Au cadre du RDPC et artisan de la dernière campagne présidentielle, il laisse derrière lui l'image d'un homme de conviction et d'action. Daniel Yondou revient sur son parcours. C'est une nouvelle qui attriste profondément la Léquié et le monde politique camerounais. Simon Pierre Ediba, maire de la commune d'Obala et président de la section RDPC Léquié-Est, s'est éteint ce jeudi 16 octobre des suites d'un accident vasculaire cérébral selon son entourage. Sa disparition intervient dans un contexte politique tendu, quelques jours seulement après l'élection présidentielle du 12 octobre, à laquelle il avait pris une part active en tant qu'artisan de la campagne du candidat Paul Biya. Homme loyal, fidèle à sa formation politique, Simon Pierre Ediba était décrit par ses pairs comme un militant infatigable et un stratège discret, toujours prêt à défendre les idéaux du RDPC. Avant son entrée en politique, il s'était distingué dans le secteur public, notamment à l'autorité portuaire nationale, où il a occupé le poste de chef de la division des études, de la planification et du développement portuaire. Expert reconnu en assurance maritime et portuaire, il incarnait le sérieux et la compétence technique. À la tête de la mairie d'Obala depuis 2013, réélu en 2020, il avait entrepris plusieurs projets d'aménagement et d'assainissement malgré des moyens souvent limités. Ses proches évoquent un maire passionné, parfois frustré par les lenteurs administratives, mais toujours habité par le souci du progrès. Avec sa disparition, Obala perd un bâtisseur et la Léquié un repère politique. Simon Pierre Ediba s'en est allé, laissant une commune orpheline et un parti endeuillé au lendemain d'une bataille électorale qu'il aura menée jusqu'à son dernier souffle. Capital Info Midi présente ses condoléances les plus sincères aux familles biologiques et professionnelles de ces illustres disparus. Présidentielle 2025, la Commission nationale de recensement des votes entre en scène ce vendredi, je vous le disais donc en titre, convoquée au siège du Conseil constitutionnel à Yaoundé. Elle entame la phase cruciale du dépouillement et de la centralisation des résultats en provenance des commissions départementales. Les détails avec Lorraine Ekwemi. Placée sous la présidence du magistrat hors hiérarchie, Émile Essombet, également membre du Conseil constitutionnel, la commission se compose de 25 membres. On y retrouve 2 magistrats de l'ordre judiciaire, 5 représentants de l'administration, 5 représentants des LECAM, ainsi que 12 représentants des candidats ayant pris part à l'élection présidentielle. Cette composition pluraliste par essence vise à garantir l'équilibre, la transparence et la crédibilité du processus de recensement. Tout cela passe donc par la vérification, la centralisation et la validation des procès-verbaux émanant des 58 commissions départementales de recensement des votes. Elle dispose d'un délai de 5 jours pour accomplir ce travail minutieux avant de transmettre le rapport final au Conseil constitutionnel. Comme l'a rappelé le président du Conseil constitutionnel Clément Atangana lors de la mise en place, une fois les procès-verbaux consolidés, la balle reviendra dans le camp du Conseil constitutionnel, seul organe habilité à proclamer les résultats officiels. Les candidats disposeront de 72 heures pour introduire d'éventuels recours en contentieux électoral. Après examen et délibération, le Conseil constitutionnel devra proclamer les résultats définitifs au plus tard le 26 octobre 2025, conformément aux dispositions du Code électoral. On reste au Conseil constitutionnel où 11 recours ont été déposés dans le cadre du contentieux post-électoral. Sur les 12 candidats en lice, seulement 3 ont saisi la haute juridiction. Cabral Libi, Joshua Ossi et Tomaino Patricia Ndamjoya demandent l'annulation totale ou partielle du scrutin, dénonçant de graves irrégularités. En revanche, Issa Turoma Bakari, candidat du FSNC, n'a pas déposé de recours, estimant la procédure tronquée. Capital FM 102.7. La radio de la capitale.
Vous êtes à l'écoute de Capital Info Midi, il est 12h passé de 10 minutes à Yaoundé. Le dossier de la rédaction s'interroge notamment sur le déroulement du scrutin et les solutions pour de meilleures élections à venir. Des urnes bien surveillées mais des électeurs parfois mal informés. Après le vote du 12 octobre dernier, la communication électorale est au banc des accusés. Messages mal relayés, supports mal ciblés, sensibilisation insuffisante. Comment rendre l'information électorale plus efficace et plus proche des citoyens? Élément des réponses avec Adrien Dikwesa-Yakan. Les élections ne se gagnent pas seulement dans les urnes, mais aussi dans l'espace public où se forge la compréhension du processus démocratique. Or, lors du récent scrutin, de nombreux électeurs ont déploré un manque d'informations claires sur les lieux de vote, les procédures ou encore les délais à respecter. Ce déficit d'explication traduit une fragilité plus large, celle d'une communication électorale souvent réactive, parfois institutionnelle, mais rarement pédagogique. Si les moyens techniques ne manquent pas, radio, télévision, réseaux sociaux, affiches publicitaires, leur coordination, elle, laisse à désirer. Les messages officiels sont parfois diffusés trop tard ou formulés dans un langage administratif peu accessible. Résultat, une partie des citoyens, notamment en zone rurale, reste en marge de l'information essentielle à l'exercice du vote. Derrière ces lacunes se cache un enjeu majeur, celui de la confiance dans le processus électoral. Un électeur mal informé est un électeur vulnérable aux rumeurs, aux fausses nouvelles et aux manipulations en ligne. Dans un contexte où les réseaux sociaux deviennent des relais puissants, mais souvent incontrôlés, l'État et les institutions électorales ont tout intérêt à reprendre la main sur la pédagogie civique. Plusieurs pistes sont évoquées par des experts. Mettre la communication au cœur de la stratégie électorale dès la phase préparatoire et non en marge du processus. Adapter le langage et les supports aux réalités locales en mobilisant les langues nationales et les radios de proximité. Enfin, associer la société civile et les médias indépendants à la sensibilisation pourrait renforcer la crédibilité du message en diversifiant les sources d'informations fiables. Au fond, informer pour mieux voter, c'est bien plus qu'un slogan, c'est un impératif démocratique. Une élection réussie ne dépend pas uniquement de la logistique ou de la sécurité du scrutin, mais aussi de la capacité des institutions à expliquer, convaincre et rassurer. Dans un pays où chaque voix compte, la qualité de la communication électorale devient un baromètre de la maturité démocratique. Le scrutin du 12 octobre aura donc eu un mérite, rappeler que la démocratie ne s'arrête pas aux urnes. Elle se construit aussi dans les mots, les messages et les explications qu'on donne aux citoyens. Car informer, c'est déjà faire participer. Une autre préoccupation souvent évoquée, la fiabilité du fichier électoral. Entre doublants, omissions ou encore inscriptions erronées, les failles persistent et pourraient fragiliser la crédibilité du vote. Pour les experts en question électorale, une mise à jour rigoureuse et une meilleure sécurisation des données s'imposent pour garantir une transparence du scrutin. Daniel Yondou. Le fichier électoral, c'est la base de tout processus de vote. Il regroupe l'ensemble des citoyens enrôlés et enregistrés comme potentiels électeurs. Mais au Cameroun, il présente plusieurs failles, explique l'expert en questions électorales Landry Ouna et Somba. Le fichier électoral camerounais présente principalement deux failles. La première faille, qui en même temps constitue un défi, est celle de la mise à jour du fichier électoral camerounais, sa mise à jour, sa tenue, sa conservation. La seconde faille, c'est celle relative à sa publicité. L'enjeu ici, c'est celui du toilettage du fichier électoral camerounais. Il faudrait savoir que le fichier électoral n'est pas statique, il est dynamique. Tout à l'heure sur cet élément, qui présentait notamment le fichier électoral et justement les failles observées par plusieurs acteurs politiques qui proposent d'ailleurs notamment de l'améliorer pour sécuriser les données et l'actualiser pour les prochaines échéances électorales. Et le scrutin du 12 octobre dernier confirme à suffisance la tendance à l'abstention, signe d'un rapport fragile entre les citoyens et la chose politique.
Au-delà des chiffres, c'est bien la culture politique qui semble vaciller. Écoutez l'analyse de Jean-Séraphin Nkou. Un scrutin très attendu, mais une abstention fort remarquable. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais pourquoi ce manque d'appétit pour les urnes ? Outre la défiance envers les institutions ou le désintérêt pour la politique, un argument pas du tout des moindres s'invite de plus en plus. L'absence d'une culture politique ancrée, transmise, vécue au quotidien. Bien de jeunes n'intègrent pas du tout le vote comme étant un acte de responsabilité. Pour bon nombre d'entre eux, c'est d'une formalité lointaine, parfois inutile, qu'il s'agit. Il va sans dire que la formation civique s'est considérablement affaiblie au fil du temps, que le lien entre l'individu et la nation s'est manifestement distendu, alors même que le vote, dans son essence, a vocation à permettre aux citoyens de participer à l'écriture collective de son destin. Face à un tel constat, une telle réalité, une bonne fourchette de têtes couronnées plaide pour un retour à l'éducation et à la conscientisation. L'école, les familles, les médias, les formations politiques sont interpellés. Ils sont notamment appelés à redevenir des lieux d'apprentissage par excellence du civisme, du débat d'idées, du respect des différences. Loin de vouloir absolument nourrir la poule le jour du marché, il importe de cultiver chaque jour qui passe le sentiment d'appartenance à la nation, la fierté de représenter une voix et être convaincu de la toute-puissance de chaque bulletin valablement introduit dans l'urne. C'est cela la démocratie véritable. Il faut également repenser la communication électorale, moderniser l'inscription et le vote, pourquoi pas, via des solutions numériques sécurisées. Rapprocher les bureaux de vote des citoyens et surtout, redonner du sens à la politique locale. Il est à retenir en définitive que tout bon citoyen doit voter. Charles. Et entre satisfaction et désillusion, les formations politiques s'accordent sur un point. Beaucoup reste à faire pour garantir la transparence des élections au Cameroun. Nous avons entendu notre micro à deux partis politiques, le PCRN et le SIF. Ils réagissent au micro de Jaël Zodio. Dans plusieurs circonscriptions, le déroulement du scrutin a été marqué par des irrégularités selon certains acteurs politiques. Pour le Parti camerounais pour la réconciliation nationale PCRN, le problème majeur reste la fiabilité et la liberté des votants et des scrutateurs autour du vote. Abdoulaye Boubou, porte-parole du parti. Dans certains bureaux de vote, il y a eu des violences qui ont été exercées sur nos mandataires. Certains ont été expulsés de certains bureaux de vote. L'introduction du truc que nous avons mis à la Cour constitutionnelle, c'est en demandant l'annulation, n'est-ce pas, partielle de certains bureaux de vote dans lesquels nous avons pu constater ces irrégularités. Des dysfonctionnements que confirme aussi le Social Democratic Front. Pour Lionel Bougaba, porte-parole, c'est surtout le problème de logistique et de communication. La non-publication de la liste des votants par LECAM et également les bureaux de vote qui étaient situés dans des casernes et des chefferies. Donc certains ont été déplacés et d'autres non déplacés. Nous avons constaté le jour des élections que certains de ces bureaux ont été déplacés et relocalisés dans des endroits qui n'étaient pas accessibles aux électeurs et les électeurs étaient publics. Il n'y a pas eu de communication. Au-delà du constat, les partis politiques proposent des solutions pour sortir de ce cycle de méfiance électorale. Pour le PCRN, la clé réside dans le respect de la loi du processus. Abdoulaye Boubou, à nouveau. L'une des choses que nous proposons, n'est-ce pas, dans le déroulement de l'élection, c'est la neutralité des agents de l'État qui sont souvent des représentations qui sont présentés dans les bureaux de vote. Nous demandons une neutralité, nous demandons le respect, n'est-ce pas, des lois. Si la loi permet que des candidats puissent donner mandat à des sympathisants ou certains qui vont surveiller le vote, que cela soit respecté, que les sous-préfets, que les présidents des bureaux de vote ne puissent plus devenir des bourreaux, des dictateurs dans des bureaux de vote. Le SDF, lui, plaide pour un encadrement institutionnel plus équilibré. Lionel Bougaba, une fois de plus. Il faut bien que l'ECAM soit totalement indépendante parce que nous nous sommes rendus compte que sur le terrain, les agents de l'ECAM et les représentants des bureaux de vote sont en connivence avec ces fraudeurs-là du régime. Il faut aussi que l'organisation matérielle puisse permettre à ce que tous les électeurs aient accès au bureau de vote et que la liste nationale puisse être publiée pour permettre aux Camerounais de savoir exactement où ils sont inscrits et où ils vont voter.
Deux approches différentes mais un même objectif, restaurer la confiance du citoyen dans les urnes. Transparence, indépendance et éducation civique reviennent comme des maîtres mots pour des élections plus crédibles. Après ce scrutin, la balle est désormais dans le camp des autorités électorales et des législateurs, car sans réforme profonde, la démocratie risque de rester un simple mot dans les discours. Capital FM 102.7. La radio de la capitale. Dans la suite du journal, l'université de Yaoundé 1 a été ce jeudi le théâtre d'une rencontre inspirante entre savoir académique et entrepreneuriat jeune. François Désiré Ananga, promoteur de François Santé, y a partagé son parcours professionnel. Le compte-rendu d'Alan Tekam. C'est à l'amphithéâtre 225 plein à craquer de l'université de Yaoundé 1 que François Désiré Ananga, promoteur de François Santé, a livré une conférence inspirante sur le thème « Création, management et leadership d'une entreprise camerounaise à succès ». Une parole d'expérience, mais surtout un souffle d'espérance pour une jeunesse en quête de repères. François Désiré Ananga, promoteur de l'entreprise François Santé. Je pense que c'est l'université qui prône l'entrepreneuriat et ils étaient les premiers à solliciter ceux qui peuvent venir aider les étudiants à réfléchir autrement. Oui, déjà, parmi ceux qui étaient là, il y a beaucoup d'étudiants ici qui sortent d'ici et qui sont déjà dans l'entreprise François Santé. Et ils savent ce qu'on enseigne régulièrement pour les permettre de s'auto-employer. Les étudiants qui sont chez nous, bien des distributeurs, ne sont pas des employés, mais ils sont des créateurs de richesses. Là que chacun crée son réseau pour être autonome. Dans la salle, Antoine et Ivana, tous deux étudiants, la faculté des sciences de l'université, en ressortent bouleversés. J'ai tenu un slogan qui m'a beaucoup marqué, disant ceci: pour être un vrai champion, il faut aller au champ. Il faut aller sur le terrain, expérimenter le terrain, voir quelles que soient les difficultés, les avantages que tu auras en tiré. Il faut persévérer, avoir la motivation intrinsèque pour atteindre ton but. Ce que j'ai retenu durant la conférence, c'est que lorsqu'on va entreprendre, on ne doit pas compter sur les autres. On compte sur ce qu'on a en fait, sur le minimum. Et on cherche les stratégies, comment développer le peu qu'on a, tous les efforts qu'on va consentir, on aura ce que l'on désire, on aura toute l'entreprise, on aura toute la richesse qu'on aura souhaitée. Les employés de François Santé parlent, eux, de fierté, d'inspiration. 4 ans d'efforts qui se traduisent aujourd'hui en une entreprise symbole de persévérance et de réussite locale. Marie-Claire y traduit son satisfait. Je me suis sentie très très bien parce que j'ai pu assister à la première conférence qu'on invite notre chef. J'ai tout compris de son processus. Ça me booste encore plus d'aller en avant pour tout ce que j'ai reçu à attendre de lui. Un message salué par le doyen, le professeur Bella Cyril de la faculté des sciences de l'éducation qui y voit un pont entre l'université et le monde de l'entreprise, une main tendue entre le savoir et le savoir-faire. Cette conférence s'inscrit dans la droite ligne de la nouvelle loi d'orientation de l'enseignement supérieur qui a été votée le 25 juin 2023, qui voudrait que les étudiants d'aujourd'hui soient des entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain. On est passé du slogan, comme je l'ai dit en salle, d'un étudiant, un emploi, un étudiant, une entreprise. Évidemment, c'est pour résoudre le problème de chômage, pour créer des richesses. L'État n'est plus en capacité d'employer tous les diplômés de l'enseignement supérieur. Un rendez-vous donc où le parcours d'un homme devient le miroir d'une ambition nationale. Prouver qu'au Cameroun, l'excellence se fabrique ici, avec la tête, le cœur et le foie. Dans la page santé de votre journal, la lutte contre les cancers féminins se poursuit en ce mois d'octobre rose. Focus ce vendredi sur le cancer du col de l'utérus qui reste l'un des plus redoutables, souvent détecté trop tard, pourtant il est possible de le prévenir. Voyez les audios. Le cancer du col de l'utérus touche principalement les femmes en âge de procréer. Il est causé dans 99% des cas par une infection durable au virus du papillome humain ou HPV, transmis lors des rapports sexuels. Mais ce virus ne se manifeste pas toujours immédiatement. Chez certaines femmes, il peut rester latent pendant des années avant de provoquer des lésions cancérigènes. Ce qui favorise cette évolution, ce sont surtout les comportements à risque, les rapports sexuels précoces, la multiplicité des partenaires ou encore l'absence de protection lors des rapports. À cela s'ajoutent d'autres facteurs aggravants, le tabagisme qui affaiblit les défenses naturelles du col utérin, les grossesses rapprochées et un système immunitaire fragilisé notamment chez les femmes vivant avec le VIH. Mais la bonne nouvelle,
essentiel, c'est que ce cancer peut être prévenu. Le dépistage régulier par frottis cervico-vaginal permet de détecter les anomalies avant qu'elles ne deviennent graves. Et surtout, la vaccination contre le HPV dès l'adolescence protège efficacement contre les types de virus les plus dangereux. Certains pays africains ont déjà intégré ce vaccin dans leur programme national et le Cameroun s'y engage progressivement. Prévenir le cancer du col de l'utérus, c'est donc d'abord informer, vacciner et dépister, car dans cette lutte, chaque geste compte. Et n'oubliez pas, la prévention peut sauver des vies. Dans l'actualité hors de nos frontières à Madagascar, le colonel Mikael Radrianirana a été investi président ce vendredi, quelques jours seulement après la chute d'Andry Rajoelina. Il promet de travailler avec toutes les forces vives et d'engager une rupture avec le passé. Un comité militaire dirigera le pays pendant 2 années aux côtés d'un gouvernement de transition en attendant de nouvelles élections. Non loin de là, au Kenya, 3 personnes ont été tuées dans un stade de Nairobi lors de l'hommage à Raila Odinga. Les forces de sécurité ont ouvert le feu ce jeudi pour disperser la foule